Le diagnostic positif, pour récapituler, donc la première des choses, c'est un bon interrogatoire. Il ne faut pas passer à côté d'une atopie familiale. Donc une atopie familiale, c'est très important. Une maman asthmatique risque de faire jusqu'à 80%, il y a 80% de risque que son enfant, surtout si le papa est asthmatique aussi ou qu'il a une atopie, le risque augmente à 80% de faire une maladie asthmatique chez le petit. L'atopie personnelle aussi, quand c'est un enfant qui présente une dermatite atopique pendant la petite enfance, et puis quand il n'y a pas de signes évoquant d'autres causes de sifflement thoracique. C'est-à-dire, les autres causes, on va voir dans un tableau. Vous pensez à quoi quand vous parlez à d'autres causes? Un corps étranger, quand c'est un grand enfant, s'il avoue, donc il va l'avouer. Quand c'est un petit, on a du mal à voir est-ce qu'il a avalé un corps étranger ou pas. Il y a la mucoviscidose. Donc normalement, s'il y a des signes de mucoviscidose, la mucoviscidose, vous allez avoir un enfant qui va faire une diarrhée assez importante, un retard staturopondéral, un enfant qui va faire des infections pulmonaires à répétition. Pourquoi? Parce que c'est une maladie des cils et donc il y aurait un enfant qui va être tout le temps encombré et donc il aurait besoin de kiné toute sa vie, il va faire des infections respiratoires à répétition et qui peuvent être la cause de son décès. Il y a donc le chanteur français qui est décédé de mucoviscidose, vous vous rappelez? Le jeune Exactement. Donc Hadak, il est décédé de mucoviscidose. Donc l'examen physique, donc il faudrait le faire, donc pour déjà chercher est-ce qu'il y a des signes en faveur de maladie asthmatique. Les examens paracliniques, donc faire une radio du thorax, faire une exploration fonctionnelle respiratoire dans la limite du possible. Quand c'est un enfant qui a plus de 5-6 ans et qu'il est coopérant, c'est une bonne chose. Maintenant, s'il est petit, on ne peut pas proposer de FR. Et même s'il a 6 ans, des fois, s'il n'arrive pas à bien coopérer, on a du mal à faire une exploration fonctionnelle respiratoire. Ce n'est pas comme un enfant de 10 ans et plus. Là, vous avez quand même un tableau qui est assez détaillé des diagnostics différentiels de l'asthme, comme quoi on ne peut pas poser le diagnostic comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de diagnostics différentiels. Il y a le corps étranger qui vient en premier, parce que quand même le corps étranger, quand vous avez des sibilants unilatéraux, il faudrait y penser. Quand vous avez des zones d'atelectasie et qui vont se répéter sur des radios assez importantes, il faudrait y penser. Quand vous avez un enfant qui présente des crachats pendant une durée assez importante, il fait des crachats qui sont quand même purulents. D'accord? Il fait des crachats qui sont purulents, il faudrait quand même se poser des questions. Et puis, toujours, le reflux gastro-œsophagien, si c'est un bébé vomisseur, il se peut que ce soit juste un reflux qu'il faudrait traiter. Une sténose bronchique, une adénopathie tuberculeuse, on a parlé de la tuberculose hier, donc quand c'est une adénopathie tuberculeuse, elle va comprimer les branches. Quand il va comprimer les branches, il y a la lumière bronchique qui va se rétrécir. Et quand elle va se rétrécir, elle va donner ces sibilants-là qui peuvent simuler les sibilants de la maladie asthmatique. Les séquelles de virose, la dilatation de branches, on va avoir un enfant qui va se présenter avec des sibilants assez importants. Mais la différence qu'il y a là, quand la maladie avance avec le temps, vous aurez une hémoptysie. C'est un enfant qui va commencer à cracher du sang de temps en temps. Et il y aurait aussi des crachats matinaux qui sont purulents. C'est l'enfant qui va faire le matin des expectorations qui sont purulentes, surtout matinales, et qui sont répétitives, chroniques. Puis, il y a les autres maladies qui sont plus rares, la dyskinésie ciliaire primitive, un arc aortique anormal et on pose le diagnostic par un TOGD, une fistule œsotrachéale, une dyskinésie trachéale, des séquelles de bronchodysplasie, la mucoviscidose et les cardiopathies congénitales. Comme quoi, vous avez un panel assez diversifié de diagnostics différentiels de la maladie asthmatique. Le traitement, les principes du traitement. Donc, c'est quoi la voie royale? C'est la voie inhalée. Faites attention, des fois quand je pose des QCM, il suffit que je change inhalé par oral et vous glissez. Donc il faut faire attention, la voie inhalée reste la voie royale de traitement de la maladie asthmatique. C'est très important. Un enfant, on ne va pas le traiter n'importe comment, il faut lui donner la voie inhalée. Le traitement va se faire par un spray couplé à une chambre d'inhalation. Donc, quand c'est un nourrisson, c'est un masque facial en plus. Parce qu'un nourrisson, même que je t'attaque le masque, le souffle fait. C'est un petit, il ne va pas pouvoir exécuter. Donc, on est obligé de mettre un masque. Des fois, il y a des familles chez qui on propose la petite machine de nébulisation qui est à côté. Et quand le cas s'aggrave, on est obligé de le prendre au niveau des urgences, au niveau de l'hôpital, et le brancher à un barboteur à oxygène, c'est beaucoup plus efficace. Donc, le traitement, il fait appel à 2 volets. Le traitement de la crise déjà. Donc, on va en parler tout doucement, parce que c'est les bébés que vous allez recevoir au niveau des urgences qui vont se présenter avec un tableau typique d'une crise d'asthme. Le traitement de fond, après le traitement de la crise, dans un chauffe-eau en détail, il y a le traitement de fond qui est basé sur la sévérité de la maladie. Donc, si vous voulez traiter une maladie asthmatique à la langue, il faudrait contrôler l'environnement, la première des choses.
on a parlé des enfants, ils vivent avec des animaux sous le même toit. Donc, proscrire les animaux dans l'entourage d'un enfant asthmatique, c'est clair. Il n'y a pas les oiseaux, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Vraiment limiter le contact au maximum. Et puis, éviter le tabac, bien entendu. Éviter les allergènes. Quand c'est un enfant qui est prédisposé à faire une crise par des acariens, il faudrait vraiment que cette maman skina soit assez minutieuse côté propreté. Dis mal ghsil, dis mal la chambre dialo ketchel. Éviter au maximum les peluches. Avoir surtout des jouets en plastique qui sont lavables. Et s'il a un peluche qu'il aime bien, il faudrait vraiment le laver assez régulièrement. Hein. Il faudrait le mettre la machine à laver et il faudrait faire un double rinçage. Double rinçage, pourquoi? Parce que des fois, tu sais, les particules, le produit, les peluches ou de l'enfant, ils vont faire que cet enfant puisse déclarer une crise. D'accord? Et puis, le traitement médicamenteux, bien sûr, qui fait une partie assez importante du traitement de faim. L'immunothérapie spécifique, mais qui est réservée à des indications bien précises. C'est quoi l'immunothérapie spécifique? C'est-à-dire quand vous avez des tests allergiques qui vous disent que c'est un enfant qui fait une crise à l'occasion, c'est-à-dire à cause d'un allergène assez particulier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va désensibiliser contre cet allergène. C'est des cures qui vont durer 1 à 2 ans. C'est des cures qui sont quand même un tout petit peu chères, mais qui servent. Et donc, tellement on va lui donner des doses assez importantes de ce produit-là qu'il va faire une désensibilisation à ce produit. Et après, on ne va plus parler de la maladie asthmatique. Mais il faudrait qu'il y ait un seul allergène qui est derrière et qu'on soit sûr de ça. Puis, bien sûr, l'éducation qui est très importante. Les recommandations générales de traitement de la crise, donc il faut traiter selon l'âge et l'intensité de la crise, bien sûr. Une crise légère, on ne va pas la traiter de la même manière qu'une crise modérée ou sévère. Les médicaments face à une crise d'asthme, bien sûr, tout le monde entend parler des bronchodilatateurs, donc les bêta-2 mimétiques. Donc il y en a pas mal. Donc l'aérosol bleu. Sachez que le problème qu'on a avec la maladie asthmatique au Maroc, c'est qu'on a peur, bon, surtout avant, d'abord ça commence à s'accepter. C'est les maladies qui sont la maman qui ne veut pas l'aérosol chez son fils, parce que dans sa tête, elle est bloquée. Il a tout l'aérosol, elle est handicapée, alors que ce n'est pas ça. Donc normalement, il faudrait déjà qu'elle accepte la maladie pour la faire accepter à cet enfant. Et surtout quand c'est un adolescent, quand il voit déjà ses parents ne pas accepter la maladie, comment voulez-vous que lui l'accepte? D'accord? Ça, c'est très important. Donc les bronchodilatateurs et les corticoïdes systémiques, je dis bien systémiques, c'est-à-dire par voie orale. On ne propose pas de corticothérapie injectable, on propose une corticothérapie orale et ça fait l'affaire. Toute crise ne cédant pas après 2 bouffées de bronchodilatateurs répétées, plus de 10 à 15 minutes, est considéré comme étant modéré ou sévère. C'est-à-dire, un enfant connu asthmatique, normalement, c'est qu'on a des bronchodilatateurs, donc, il vous a fait une petite crise, comme ça, il commence à tousser, vous sentez qu'il va commencer à sibiler, vous lui proposez 2 bouffées de la ventoline. Bon, j'ai dit la ventoline, il y a le butovan, il y a l'inhaler, ce que vous voulez, ce n'est pas pour faire de la pub, mais juste parce qu'on a l'habitude de ce produit. Donc, vous donnez vos 2 bouffées et vous attendez 10 à 15 minutes. Vous répétez au-delà de 10 à 15 minutes. Soit ça va marcher, tabarakallah, c'est une crise qui est légère et on oublie, soit ça ne va pas marcher et là on est devant une crise modérée ou sévère et donc il faudrait proposer de la corticothérapie. Pourquoi on donne la corticothérapie? Parce que ça a un effet anti-inflammatoire sur les branches. Donc ça lutte contre cette inflammation des branches. C'est pourquoi il faut donner la corticothérapie orale d'emblée et bien entendu proposer une dose plus importante des bronchodilatateurs. Donc généralement un enfant asthmatique, dis-moi qu'on donne un petit cahier de consultation. Comment procéder au moment de la crise, parce qu'il se peut qu'il fasse une crise, je ne sais pas, ou vous n'allez pas le laisser comme ça mourir, parce qu'une crise d'asthme, si elle n'est pas gérée d'urgence, il risque de passer, de décéder. Donc il faudrait expliquer, prendre le temps d'expliquer à cette maman, faire une bonne éducation de la maman et de l'enfant, et savoir comment utiliser ces médicaments qu'elle a à portée de main. Les corticoïdes ne devraient pas la quitter. C'est qu'on nous dit, les corticoïdes par voie orale, et bien sûr les bronchodilatateurs. Et lui expliquer qu'une fois, ça n'a pas marché avec les 2 doses répétées au bout de 10 à 15 minutes, on peut passer à 10 doses. 10 doses, 10 bouffées, je dis 10 doses, mais 10 bouffées. Les 10 bouffées, c'est l'équivalent d'une nébulisation. D'accord? Sachez-le. Si un enfant est hospitalisé pour une crise sévère, il doit retourner à domicile après amélioration clinique persistante et stable. Il faudrait s'assurer qu'il s'est stabilisé pendant au moins 1 heure, avec une valeur de débit expiratoire de pointe qui dépasse les 75% de la valeur théorique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr que cet enfant
à dépasser la phase critique. À la sortie, toujours proposer un traitement de consolidation. Je nous vois le traitement de consolidation pour les gens qui sont passés au niveau des urgences ou qui ont des asthmatiques dans l'entourage ou qui le sont eux-mêmes. C'est bien sûr les bêta-2 mimétiques pendant une petite semaine, d'accord? Donc 2 bouffées 4 fois par jour, vous aurez ça. Et bien sûr, la corticothérapie pendant 3 à 5 jours par voie orale. C'est 2 mg kilo. Soit on traite, soit on ne traite pas. Moi, je vois des médecins donner 1 mg kilo. Vous ne traitez pas la maladie asthmatique avec 1 mg kilo. C'est 2 mg kilo. Et bien sûr, sont dépassés 60 mg en matière de corticothérapie orale. Pas l'adulte d'ailleurs. Quand vous avez des enfants qui sont adolescents, qui ont un poids qui est quand même assez important, 30 kg, on peut arriver à 60 mg. Ça fait 3 comprimés effervescents. Mais sans les dépasser. Il a fait 40 kg, là c'est toujours 3 comprimés, vous comprenez. On ne dépasse jamais les 60 mg, mais on propose 2 mg kilo pendant 3 à 5 jours. C'est ça le traitement à la sortie. Toute crise, normalement, devrait nous pousser à réévaluer la prise en charge de cet enfant. Est-ce que vraiment il est pris en charge correctement? Est-ce que vraiment cet enfant suit les consignes comme il se doit? Est-ce qu'il a un environnement qui est assez correct? Les bêta-2 mimétiques inhalés, on va les donner par chambre d'inhalation. La chambre d'inhalation, il y a que je vois des là, les familles. Donc, normalement, chez les petits nourrissons, les grands enfants d'ailleurs, normalement, il faut brancher la chambre d'inhalation. Quand c'est un enfant de 10 ans, pas la peine d'utiliser une chambre d'inhalation, il va utiliser direct son aérosol. Mais l'enfant, quand je dis grand enfant, c'est-à-dire qu'il dépasse 2 ans quand même, qui arrive à exécuter les ordres, jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, il doit avoir une chambre d'inhalation pour lui faire passer ses bêta-2 mimétiques. La théophiline, sachez qu'on a recours à la théophiline lorsqu'on est en unité de soins intensifs ou en réanimation. Ce n'est pas un produit qu'on va utiliser à tort et à travers, c'est tellement fort. Donc, il faut l'oublier, on ne le donne que dans les crises très sévères et dans des unités assez spéciales. Les nébulisations, ce n'est pas comme l'adulte. L'adulte, quand on demande de la théophiline, à l'aise. Ce n'est pas la même chose. L'enfant, non. Les nébulisations de bronchodilatateurs sont préférées dans les crises sévères et chez les nourrissons incapables d'utiliser la chambre d'inhalation. Quand c'est une crise sévère, c'est le fait de dire l'effort pour inspirer, mais il est en crise sévère, même si c'est un grand enfant, on est obligé de lui passer la nébulisation au masque. Donc, on lui impose le produit qui va passer à travers ses branches et il va faire l'affaire. La dose de bronchodilatateur, 150 microgrammes par kilo, juste pour que vous le sachiez, mais généralement, on propose des bouffées. Le salbutamol solution, sachez, on donne 0,03 cc kilo. D'accord? C'est des trucs pratiques. Au niveau des urgences, un enfant asthmatique, il faudrait savoir réagir. Hein? Donc, il faudrait savoir quoi lui donner. On va lui donner 0,03 cc kilo sans dépasser 1 cc avec du sérum salé à 9 pour 1000 pour totaliser 4 cc. C'est-à-dire, un enfant par exemple, il fait 4 kg. 4 kg. 0,03 cc, ça vous fait combien? Ça vous fait 1,2. C'est ça? Donc 1,2 cc. Mais si vous sans dépasser 1 cc, donc on aurait 1. Vous comprenez? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Après, pour totaliser les 4 cc, donc 1 cc, on va 3 cc de sérum salé pour avoir 4 cc. D'accord? Et c'est ça ce qu'on va passer en nébulisation. C'est ça ce qu'on va lui passer en nébulisation. Donc la conduite à tenir devant une crise d'asthme, 1,2 ou 0,12. Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Bon, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est juste pour savoir comment totaliser. Si vous avez 1 cc et vous voulez arriver à 4, il faut rajouter 3. D'accord? Donc la conduite à tenir devant une crise d'asthme, traitement de la crise légère. Donc, il faudrait proposer les bêta-2 inhalés avec une chambre d'inhalation. 2 bouffées à répéter 15 minutes plus tard. C'est ce qu'on a dit, parce que c'est une crise qui est toute légère. Quand tu as 2 bouffées, tu attends 15 jours, tu attends 15 minutes, et puis tu répètes les 2 bouffées. Soit ça va marcher, soit ça ne marche pas, et on passe en crise modérée à sévère. Donc, il va s'améliorer. Cliniquement, il va bien. On a un débit expiratoire de pointe qui dépasse les 80%. Donc, c'est un épisode léger, on l'oublie. Maintenant, il ne s'est pas amélioré, donc on passe à l'épisode modéré à sévère. Et là, c'est là le traitement d'IEL, la crise modérée à sévère. Donc, c'est ça le traitement qu'on devrait proposer à une famille. Quand c'est une famille qui est connue, l'enfant il est connu asthmatique, quand tu veux le carnet, la conduite à tenir. Tu as les 2 bouffées, tu as les 2 autres bouffées, ça n'a pas marché. أول حاجة كتبدأي بلي corticoïdes 2 mg kilo sans dépasser 60 mg, Péros, bien sûr. Et puis, les bêta-2 inhalés, 10 bouffées, c'est l'équivalent d'une nébulisation, d'une dose de nébulisation, toutes les 20 minutes. Quand tu as la bouffée les 10 bouffées, tu as 20 minutes.
Ça marche, on revient marche arrière. Ça ne marche pas, il faut faire, bon, si ça marche, vous avez une amélioration clinique, vous avez le débit expiratoire de pointe qui va dépasser les 75% de la valeur théorique, vous avez une bonne saturation, il va retourner chez lui à domicile, on va donner le traitement de consolidation. Je nous le traitement de consolidation, les bêta-2 mimétiques inhalés, 4 bouffées, 2 bouffées 4 fois par jour, avec la corticothérapie pendant 3 à 5 jours, 2 mg kg per os. Si ça ne marche pas, il faut passer au bêta-2 inhalé toutes les 20 minutes, et là, c'est les nébulisations. Les nébulisations, dire le 6 au maximum, c'est-à-dire ça te fait toutes les 20 minutes pendant 2 heures. Et là, c'est toutes les 20 minutes pendant 2 heures, il y a de la nébulisation. Puis par la suite, on passe à une nébulisation toutes les 4 heures. Il faut espacer de plus en plus, et puis, soit il va s'améliorer et on va passer à ça, soit il ne va pas s'améliorer, il va s'aggraver, et là, c'est carrément l'unité de soins intensifs. Généralement, quand on instaure un traitement précocement, à temps, et quand on est à côté de ce patient, qu'on s'acharne à lui faire ses nébulisations comme il se doit, ça devrait bien marcher. C'est rare où on a des enfants qui passent en unité de soins intensifs. Les autres mesures de traitement de la crise modérée à sévère, donc proposer bien sûr l'oxygénothérapie. Sincèrement, moi je préfère l'oxygène mural, le barboteur à oxygène qui est branché à ma nébulisation. Quand il est à l'hôpital, je préfère ces barboteurs-là parce qu'on est beaucoup plus efficace. Quand vous mettez le barboteur, il faut le mettre à 6 litres par minute d'oxygène, d'accord? Donc le barboteur, il est branché, l'oxygène mural, il est à 6 litres par minute. Et bien sûr, vous le branchez avec la nébulisation, c'est mieux que la petite machine. La petite machine, si on n'a pas de barboteur disponible ou alors qu'on est à domicile, on propose la petite machine de nébulisation. La surveillance clinique s'impose, bien entendu. Est-ce que c'est un enfant qui ne présente plus de signes de détresse? Le tirage, le battement des ailes du nez, le balancement thoraco-abdominal. Prendre sa saturation qui devrait augmenter, bien sûr. Le débit expiratoire de pointe, et bien entendu, une fois on a géré la crise, étant médecin généraliste ou médecin des urgences, on est censé le renvoyer chez son médecin spécialiste pour mettre le point sur sa maladie asthmatique. Pourquoi il nous a fait une crise? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc là, pour apprécier la sévérité d'une crise d'asthme, c'est très important. Donc pour voir est-ce qu'elle est légère, modérée ou sévère, vous allez voir que l'intensité va en augmentant de la légère jusqu'à la sévère. Donc on va prendre en considération la dyspnée.